Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette conversation autour du feu de camp organisée par l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat sur les lacunes de gouvernance pour l'élimination du CO2 à grande échelle. Nous avons avec nous 5 experts qui vont partager leur expérience et qui ont par ailleurs différents points de vue sur ces questions. Dans un moment, je vais leur demander de se présenter. J'aimerais rappeler à nos participants que cela va être une discussion autour d'un feu de camp virtuel. Nous n'allons pas faire de longs discours ni de présentation par diapositive, mais il s'agit véritablement d'avoir une discussion, un débat, d'abord entre nos invités et ensuite de répondre aux questions, donc à vos questions. Je vais me présenter. Je suis Janus Pastor, directeur exécutif de la C2G, l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat. Je suis à ce poste depuis 2016 et avant ceci, j'ai travaillé aux Nations Unies où mon dernier poste était celui de secrétaire adjoint pour les changements climatiques. J'ai travaillé avec différentes organisations des Nations Unies et non gouvernementales au cours des ans et cela fait maintenant 40 ans que je travaille sur les changements climatiques. Et j'ai travaillé avec pratiquement tous les membres de notre groupe d'experts aujourd'hui, que ce soit au WWF ou dans la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ou encore dans le programme des Nations Unies pour l'environnement ou d'autres endroits. Mais comme je le disais, cela fait 40 ans que je travaille sur ces sujets, donc des changements climatiques, et ce que nous voyons justement sur ce thème ne nous donne pas un bon bulletin de notes, donc il reste bien entendu beaucoup à faire en la matière. Et j'espère que notre discussion d'aujourd'hui va contribuer à ceci. Donc, je vais demander à Thelma de se présenter. Thelma, je vous en prie. Merci Janus, je suis Thelma Krug, je suis une ancienne chercheuse senior de l'Institut national de la recherche spatiale au Brésil et pendant 13 ans, j'ai été coprésidente du groupe de travail du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur les changements climatiques, sur donc les inventaires des gaz à effet de serre. Et en 2015, j'ai été élue l'un des trois vice-présidents du GIEC. Pendant 13 ans, j'ai représenté le Brésil dans les négociations de la Convention cadre des Nations Unies, en particulier sur les questions liées au changement de l'affectation des terres dans la foresterie. Donc voilà ce que je peux dire, Janus. Merci. Merci Thelma. Stéphane, c'est à vous s'il vous plaît. Merci Janus. Je suis Stéphane Singer, je travaille pour le Climate Action Network International. C'est un réseau qui représente environ 1500 ONG dans le monde entier, dans 20 pays. Ce sont des ONG environnementales, des groupes de développement, des groupes de justice sociale et des groupes de citoyens. Je travaille donc pour ce réseau depuis 5 ans et avant ceci, j'ai été le directeur de la politique énergétique du WWF pendant plus de 20 ans et j'ai essayé de conseiller, d'aider mes amis et collègues et les mouvements de la société civile sur les politiques scientifiques du climat et les politiques de l'énergie propre. Merci Stéphane. Paul, c'est à vous. Merci. Bon après-midi ou bonjour, où vous soyez dans le monde. Je suis Paul Watkinson. Je travaille pour le ministère français de la transition écologique et pendant de nombreuses années, j'ai dirigé une délégation lors des négociations multilatérales sur le climat dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies. J'ai également fait partie de l'équipe qui a préparé et dirigé la COP 21, où nous avons produit l'accord de Paris. Et au cours des 2 dernières années, 2018 et 2019, j'ai présidé l'organe subsidiaire de coopération scientifique et technologique dans le cadre de la Convention sur le climat. Je dois souligner que je parle beaucoup à titre personnel et que rien de ce que je dis n'engage les organisations avec lesquelles je travaille ou j'ai travaillé au fil du temps. Merci Paul. Julio, est-ce que je peux continuer avec vous? Oui, bonjour, bonsoir et merci pour cette invitation.
Je m'appelle Julio Cordano. Je suis actuellement le directeur de l'environnement et des affaires maritimes au sein du ministère des Affaires étrangères du Chili. Et je participe aux négociations de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques depuis un certain temps. Il me semble que la partie la plus importante de cette fonction a été celle de coordonner l'équipe de négociation pour la présidence de la COP 25. C'est à ce titre que nous étions chargés de la présidence de la COP 25 qui a eu lieu à Madrid. Je suis également membre de la commission des pétitions pour la Convention cadre des Nations Unies. Donc c'est mon lien, ma relation avec ceci. Et comme le disait Paul, je parle moi aussi à titre personnel de ce sujet important, mais aucune de mes opinions ne peut représenter ou n'a l'intention de représenter les points de vue de mon gouvernement. Je vous remercie. Merci Julio. Et donc pour comme disait Thelma, c'est une discussion autour du feu de camp. Et donc, votre chat est bienvenu, Thelma. Donc, quand elle veut parler, dites-le et nous ferons appel à l'interprétariat. Je vous remercie. Bill, c'est à vous. Je suis Bill Hare. Mon chien Funky peut aussi peut-être participer. Donc, je travaille sur la question du climat depuis plus de 30 ans et j'ai commencé à travailler en Australie. J'étais à la délégation australienne qui a négocié la Convention sur le climat et j'ai travaillé pour Greenpeace International pendant plusieurs années sur de nombreux aspects liés aux questions climatiques avant de commencer l'analyse du climat fin 2008, pardon, d'abord à Berlin et maintenant en Australie en raison de la Covid aussi. J'ai une grande expérience de ces questions. J'ai également participé au GIEC à différents titres, et notamment en tant qu'auteur principal de l'un des rapports d'évaluation. Donc je suis très intéressée par les différents points de vue exprimés ce soir par mes amis et collègues, car la discussion, je pense, va être animée. Merci. Merci beaucoup et comme vous pouvez voir, nous avons un groupe fantastique d'invités avec nous aujourd'hui. Donc moi aussi j'ai hâte d'avoir cette discussion. Quelques mots sur l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat. Nous sommes une petite initiative financée par des fondations. Nous sommes 16 personnes qui travaillons de manière virtuelle même avant la Covid, et nous sommes sur 3 continents. Et nous avons la très simple mission d'encourager la création deux cadres de gouvernance efficaces pour les approches de modification du climat, telles que l'élimination du CO2 ou la modification du rayonnement solaire. Nous sommes impartiaux sur l'utilisation ou la non-utilisation de ces approches et de ces technologies. Et donc, dans le cadre de notre stratégie, nous encourageons l'apprentissage à travers des conversations comme celle d'aujourd'hui, par exemple, autour de notre feu de camp virtuel. Et donc le but de cette conversation est vraiment de montrer les différents points de vue qui s'appuient sur des différentes expériences politiques, culturelles et autres, donc qu'ont nos invités d'aujourd'hui. Et bien entendu, afin de véritablement refléter la diversité, nous avons toujours besoin d'avoir un certain nombre de personnes autour de notre feu de camp virtuel, mais c'est impossible d'avoir tout le monde. Donc, faisons notre mieux pour avoir des personnes qui viennent de différents horizons géographiques, sociologiques, politiques, de sexes différents, mais on ne peut pas atteindre ceci à chaque webinaire ou à chaque discussion autour du feu de camp, mais dans l'ensemble, nous y arrivons. Et nous avons maintenant une cinquantaine d'experts qui sont engagés dans ce processus, et je pense donc que c'est déjà bien. Donc, j'encourage nos invités et nos participants à formuler leurs questions, mais bien sûr, tous les points de vue exprimés ici sont celles des invités et pas spécifiquement celles de C2G. Quelques mots sur le contexte dans lequel nous nous rencontrons, et je ne pense pas que je veux en dire trop car nous avons beaucoup d'invités aujourd'hui, mais il est clair que la crise climatique continue. On peut en voir les impacts
n'importe où, et que ce soit dans l'Arctique, que ce soit les feux de forêt, que ce soit des canicules dans différentes régions du monde. Et nous savons aussi, avec les études de nombreux scientifiques, en particulier du rapport spécial du GIEC sur le réchauffement à 1,5 degré et sur d'autres, sur la réduction que nous savons donc que la réduction des émissions doivent se faire très rapidement, et même comme ceci, même nous sommes capables de maximiser la réduction des émissions, nous aurons besoin d'un certain niveau d'élimination du CO2, de certaines approches d'élimination du CO2, afin de maintenir les objectifs de l'accord de Paris. Donc, il faut tout d'abord réduire pour contrôler ces émissions difficiles qui visent au net zéro, et ensuite il faudra avoir recours à ces éliminations pour aller au-delà du zéro et donc dans des périodes d'émissions net négatives à l'avenir. Mais la réalité malheureusement est que le monde n'est pas vraiment bien parti pour la réduction des émissions. Alors la relation entre la vitesse et le montant de la réduction des émissions de carbone est une chose dont nous allons débattre aujourd'hui. Pour replacer la discussion donc dans son contexte, il est intéressant de voir qu'un certain nombre de pays se sont engagés à atteindre des objectifs de net zéro d'ici 2050. Et alors, on peut se demander ce que nous devons faire à la fois sur les absorptions de carbone elles-mêmes et sur les défis de gouvernance que ces questions soulèvent. Et donc, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Il est parfois inévitable d'entrer dans une discussion technique sur les différentes approches, mais aujourd'hui, nous voulons vraiment nous axer sur les défis de gouvernance. Quelles sont les lacunes en matière de gouvernance qui doivent être comblées? Pourquoi pensons-nous que ces lacunes existent? Et comment pouvons-nous les combler? Et comment les différents processus intergouvernementaux et internationaux abordent-ils réellement ces questions? Donc c'est vraiment le but de notre discussion aujourd'hui. On ne pourra pas aborder toutes les questions, mais nous espérons contribuer à ce débat. Maintenant, pour ce qui est du fonctionnement de notre activité, donc je vais d'abord demander à chacun de nos conférenciers invités de dire quelques mots au début, et je poserai une question spécifique à chacun d'entre eux. Puis nous commencerons à examiner les... il y aura ensuite une discussion entre les invités, et puis nous commencerons à examiner les questions posées par le public. Donc j'invite chaleureusement le public à formuler ses questions dans la section de questions-réponses de l'application Zoom. Et il y a également un bouton j'aime. Donc si vous voyez une question qui vous plaît, cliquez dessus et cela augmentera les chances de cette question d'être traitée. Nous allons essayer de répondre à toutes les questions, mais s'il y en a trop, nous risquons de manquer de temps. Il y a également une touche de chat. Si vous voulez, vous pouvez l'utiliser pour discuter, mais n'envoyez pas vos questions dans cette section, car on ne pourrait pas peut-être le suivre. Voilà. Donc voici donc le fonctionnement, et nous avons hâte d'entendre les réflexions de nos invités. Et j'aimerais commencer par Julio. Julio, vous avez parlé de votre expérience dans ce domaine et bien entendu de la présidence de la COP25. Dans ce contexte, comment pouvez-vous définir au mieux la question de l'élimination du CO2 à grande échelle en examinant le contexte général de l'ambition d'atténuation dans le processus international convenu, à savoir la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques? C'est à vous. Merci, Janos. Oui, c'est une très bonne question, et je crois qu'il faut d'abord bien souligner le fait que nos ambitions sont trop modestes. Et je pense que l'une des choses qui préoccupe vraiment tout le monde et qui nous fait continuer ce processus est le fait que nous n'en avons pas fait assez. C'est-à-dire que nous sommes engagés par le biais de l'accord de Paris vers un objectif à long terme qui n'est pas étayé par suffisamment d'action et d'ambition.
Pour l'instant, nous avons eu une discussion sur les objectifs, mais pas nécessairement sur la manière de les atteindre. Et, et comme vous l'avez dit, je pense que nous avons de bons signes de certains indicateurs qui ont récemment annoncé vouloir atteindre la neutralité carbone, certains d'entre eux avant 2060, comme la Chine, ou certains d'entre eux d'ici à 2050, comme l'Union européenne et d'autres. Je pense que l'annonce récente faite par le Japon et la Corée est également très intéressante et un bon signe, mais par ailleurs, cela reste un objectif à long terme qui n'est pas accompagné d'une compréhension claire de la manière dont ces objectifs vont être atteints. Donc c'est là que la conversation trouve sa raison d'être, car il me semble bien clair que les réductions d'émissions sont absolument irremplaçables dans l'équation. Et nous ne pouvons pas oublier le fait que lorsque nous parlons de changement climatique en relation avec la réduction des émissions, nous ne parlons pas seulement de réduire la pression sur les budgets du gouvernement de l'atmosphère, mais nous parlons de la transition vers une économie, une société, un changement de culture dans la façon dont nous avons un rapport avec la nature. Donc ce sont des concepts très profonds et donc pour atteindre ces objectifs, il faut réduire les émissions de carbone. Et cela ne peut se faire que par une moindre dépendance aux combustibles fossiles. Si l'on dit que l'on va réduire l'absorption depuis l'air et filtrer cela et réduire la concentration de CO2 dans l'atmosphère, cela peut ouvrir la porte à une sorte d'option qui nous donnerait plus de temps pour continuer à brûler des combustibles fossiles, et c'est contre la nature même de ce dont nous parlons. Donc, je crois que c'est quelque chose que nous devons garder à l'esprit lorsque nous en discutons, et c'est là où l'idée des technologies d'élimination du CO2 peut se mettre en place, et à partir de ce cadre, on peut aborder des choses comme le dépassement, par exemple. Lorsque l'on dit que l'on sait que nous sommes sur une voie ambitieuse, mais que nous avons atteint un certain dépassement dans la trajectoire des réductions d'émissions et que l'on pourrait avoir besoin d'utiliser des éléments afin d'ajuster un peu ce dépassement. Non pas parce que l'on ne veut pas réduire les émissions, parce qu'il y a un clair engagement à le faire, mais parce que l'utilisation de ces technologies peut nous aider à réduire davantage ces émissions. Je pense que c'est un concept important, pas toujours facile à expliquer ou à comprendre, mais qui est au centre de notre discussion. Et la même chose se produirait avec cette idée qui figure déjà dans les rapports du GIEC, selon laquelle, dans la seconde moitié du siècle, nous devrions être non seulement à zéro net émission, mais aussi des émissions négatives. Donc, lorsque nous arriverons à la limite inférieure de nos émissions et que les coûts de réduction seront peut-être très élevés, alors à ce moment-là, il serait possible d'envisager des réductions qui passeraient nécessairement par l'élimination du CO2 et donc qui élimineraient artificiellement, pour ainsi dire, le CO2 de l'atmosphère. Ceci étant dit, je pense qu'il est également important de dire qu'au niveau des connaissances que nous avons actuellement, et du GIEC, et Telbin peut certainement mieux nous l'expliquer que moi, mais le GIEC a clairement envisagé certaines options au-delà de la réduction nette des émissions, et donc en étant axé sur des solutions fondées sur la nature, par exemple avec le boisement, avec la bioénergie, avec captage et stockage de carbone, la BECS. Donc des choses qui utilisent le cycle naturel du carbone pour éliminer le CO2 de l'atmosphère. Donc, ce que je veux dire, c'est que les technologies qui sont le plus à la pointe de l'innovation restent encore un petit peu en marge de l'analyse. Et cela se doit surtout à une question d'envergure, d'échelle, de déploiement de ces technologies, mais c'est également de sécurité.
Donc je pense qu'il est très important de garder ceci à l'esprit. Donc, je suis consciente du fait que je n'ai peut-être pas vraiment abordé la nature même de la question qui concerne le processus lui-même. Et je pense que le processus de la Convention cadre des Nations Unies n'a pas été très actif dans la recherche de réponses aux technologies dont nous parlons. C'est peut-être surtout parce que les contributions déterminées au niveau national concernent la réduction des émissions et la lutte contre la déforestation. C'est donc la manière la plus traditionnelle de penser à ces questions. Et il y a eu des débats sur l'élimination du CO2 dans les discussions menées sur le marché, comme Paul peut probablement en témoigner et dire quelque chose sur le sujet. Mais il pourrait aussi être nécessaire de réfléchir à l'utilisation de ces technologies dans les contextes de la transparence. Donc, comment pouvons-nous rendre compte de quelque chose qui puisse être acceptable pour tout le monde, qui soit une contribution et pas simplement quelque chose qui fera sourciller et dire, eh bien peut-être que vous faites quelque chose, mais en même temps vous créez des problèmes pour d'autres pays. Donc il y a beaucoup d'éléments et je crois que je vais dépasser le temps qui m'est imparti, donc je vais en rester là et j'espère que cela va être utile. Merci Julio. Il y a un élément que vous avez mentionné sur lequel j'aimerais revenir dans le cours de la discussion lorsque l'on examinera les lacunes de gouvernance. Vous avez mentionné l'importance de veiller à ce que les réductions d'émissions ne soient pas confondues ou interprétées comme les activités d'élimination du CO2. Donc la question de savoir ce que l'on fait en termes de cadre de gouvernance pour veiller à ce que cela ne se produise pas. Et donc maintenant je vais me tourner vers Paul et vous demander donc à votre avis, quelles sont les principales lacunes en matière de gouvernance et pourquoi ces lacunes sont-elles les plus importantes et les plus prioritaires? C'est à vous. Paul, je crois que vous êtes figé. Je suis heureux de... Je crois qu'il y a peut-être un problème de connexion. Je vais éteindre mon écran peut-être ou éteindre mon image un moment pour voir si ça fonctionne. Je crois que ça va. Oui, je ne vais pas trop entrer dans les détails sur les priorités car je pense que celles-ci vont ressortir au fur de notre discussion. Mais j'aimerais soulever quelques points et je pense que cela rebondit assez bien sur ce que vous avez dit dans vos premiers commentaires et en particulier sur ce que Julio vient de dire. Et il me semble que ce sont des domaines que nous devons vraiment aborder que lorsque l'on parle de l'élimination du CO2 à grande échelle. Et c'est tout d'abord donc de savoir quand et comment cela est réellement acceptable et nécessaire. On a déjà de nombreux domaines dans lesquels on travaille sur l'absorption, par exemple avec les puits. Et Thelma a dit avoir travaillé dans le domaine forestier pendant de nombreuses années. Nous en avons beaucoup parlé dans le passé et il y a des choses que nous faisons traditionnellement dans ces domaines que nous connaissons et sur lesquels nous avons travaillé, mais nous parlons de passer à une échelle beaucoup plus grande, même si nous utilisons ces activités en passant par le reboisement à grande échelle, la BEX ou d'autres choses, nous passons à des échelles différentes de l'utilisation de ces techniques ou technologies. C'est donc une première partie et dont nous devons être conscients. Et je pense que le lien avec cette partie, en particulier la reprise de la question de la réduction des émissions, est absolument essentiel. Ce n'est pas une alternative à la réduction de nos émissions à zéro ou à presque zéro, mais il s'agit de savoir comment nous pouvons y parvenir, en particulier dans certains domaines, et ensuite aider à passer à des émissions négatives là où on en aura besoin et quand on en aura besoin. Donc nous pouvons donc vraiment garder 2 degrés ou 1,5 degré comme possibilité. Et je pense que depuis longtemps, d'après le modèle de Kyoto, une tonne est une tonne. Peu importe d'où elle vient, de quel secteur elle provient, si nous la réduisons, c'est bon. Et il est clair que nous devons tout réduire, mais il y en a qui seront plus difficiles que d'autres et nous serons tous confrontés à des problèmes dans certains secteurs, dans certaines régions et pendant un certain temps. Donc il y a un grand débat sur la transition équitable qu'il faudra gérer. Et comment allons-nous la gérer ? On ne peut pas tout faire d'un seul coup. Même la pandémie cette année ne l'a pas fait, bien qu'elle ait affecté nos émissions. Donc la manière dont nous gérons cela soulève de grandes questions quant au calendrier et à l'ampleur, à l'échelle. Julio a parlé du dépassement et je pense que cela soulève un certain nombre de questions sur l'équité temporelle.
Quand agissons-nous? Quelle est la vitesse et quelle est l'interaction entre la réduction des émissions et le fait de commencer à utiliser des réductions d'émissions de CO2 à grande échelle? Et j'ai soulevé une autre question d'équité qui est, encore une fois, si je regarde ce modèle de Kyoto, c'est que l'on peut échanger et compenser à partir de différents endroits, mais nous devons tous réduire nos émissions à zéro ou à presque zéro et augmenter l'absorption et les émissions négatives au fil du temps, mais nous n'allons pas tous avoir la même possibilité ou capacité de le faire. Donc, comment cela s'inscrit-il dans une stratégie à long terme visant à faire en sorte que les charges d'émissions et d'absorption négatives se retrouvent ailleurs? Et là, nous sommes face à une question d'équité géographique importante lorsque nous arrivons véritablement à une utilisation à grande échelle. Donc, comment cela se traduit-il? Donc, je pense qu'il y a toute une série de questions à ce sujet. Je serai très bref sur deux autres points, puis je conclurai mes commentaires. Donc, comme Julio l'a dit, nous avons des règles dans le cadre de la Convention sur le climat et l'accord de Paris, et je sais que la C2G a fait du travail à ce sujet, et Bill en particulier. Je connais la crédibilité du suivi, de la vérification sur ces questions, et c'est fondamental. Mais si nous faisons ceci, ça ne peut pas être simplement de dire « Ah, j'ai capturé beaucoup de CO2 ». Nous devons savoir ce qu'il est advenu de ce CO2, de sa permanence, et voir où il est suivi. C'est fondamental. Je n'entrerai pas dans les détails des marchés et des liens vers l'article 6, mais il est clair que cela revient à mon point de vue sur le plan géographique. Donc, en quoi est-ce crédible? Je ne suis pas sûre que les discussions que nous avons eues jusqu'à présent soient adaptées à une utilisation à grande échelle sous cette forme. Et donc, il y a un grand nombre d'interactions avec d'autres domaines. Julio a mentionné des solutions fondées sur la nature qui me semblent très intéressantes, mais il y a beaucoup de questions sur l'interaction avec la biodiversité qui peuvent être des solutions gagnant-gagnant et qui peuvent être des compensations, et elles peuvent aussi être liées à la sécurité alimentaire, aux questions de droits de l'homme, en particulier pour les communautés locales et les peuples autochtones. Donc ce sont des questions très compliquées que nous ne pouvons pas résoudre uniquement dans le cadre de la Convention sur le climat ou de l'accord de Paris. Et il y a beaucoup de domaines qui dépassent le champ d'application, et donc on devra réfléchir aux différents liens. Merci Paul, et il y a beaucoup de questions très intéressantes sur lesquelles nous pourrons peut-être revenir dans le fil de la discussion. J'aimerais également que vous nous en disiez plus après sur l'équité temporelle. C'est très intéressant, mais ce serait peut-être bien de préciser. Donc, tout à l'heure. Donc, je me tourne vers Bill. Je vais vous poser la même question qu'à Paul. Quels sont, d'après vous, les défis, les lacunes prioritaires en termes de gouvernance et pourquoi? C'est peut-être la même liste ou pas, ou peut-être que les raisons sont différentes. Mais vous avez la parole. Merci, Janusz. Peut-être que j'aimerais d'abord définir les défis en termes de gouvernance. Comme Paul y a fait allusion, nous avons déjà travaillé sur ce sujet et nous avons identifié les défis de gouvernance dans un cadre rigoureux pour les grandes questions. Je pense que Julio a déjà mentionné, par exemple, l'ampleur et l'échelle et la rapidité de l'atténuation. Et puis, une autre grande question, c'est de savoir sans qu'il en est des incitations à un élargissement de l'élimination du CO2. La deuxième question, c'est celle des compromis et des interactions avec la sécurité alimentaire, de l'eau, la biodiversité et certains des risques du système climatique. Et ces questions clés cadrent avec ce que nous avons vu, c'est-à-dire avec 9 défis de gouvernance. Donc, je ne peux pas énumérer 9, bien sûr, les 9, mais certaines des plus importantes, parmi lesquelles la responsabilité déjà mentionnée de savoir qui doit entreprendre les activités d'élimination du CO2 et la mise en œuvre. Un autre défi de gouvernance, un peu plus terre-à-terre peut-être, mais fondamental, c'est comment développer des systèmes pour contrôler et suivre les progrès que nous faisons vers les émissions négatives, vers les éliminations. Et actuellement, nous n'avons pas de bon système pour le faire. Le troisième point pourrait être les systèmes nécessaires pour mesurer, signaler et vérifier les absorptions de CO2. Et là, nous n'avons pas encore vraiment ces systèmes ni l'architecture juridique pour cela.
Quatrièmement, comme il a été mentionné, l'échelle donc des mesures d'élimination du CO2 pose également des problèmes en ce qui concerne les compromis en matière de développement durable. Donc, comment intégrer cela dans la gouvernance de l'EDC afin de veiller à ce que nous n'exagérons pas, par exemple avec le carbone, en soustrayant par exemple les dommages causés à la biodiversité, l'eau et la nourriture. Un cinquième élément, c'est de voir comment veiller à ce que ces mesures de décès soient durables et permanentes, comment gérer les questions de stockage à long terme et de saturation des options de stockage, y compris dans la biosphère et avec les solutions que l'on appelle naturelles. Donc, il s'agit de 5 des 9 questions clés de gouvernance et qui se rapportent différemment aux différentes mesures. Certaines de ces questions sont très liées à des solutions fondées sur la nature, d'autres interagissent plus fortement avec des approches plus technologiques telles que le captage direct de l'air, ou les solutions fondées sur la nature. Par exemple, certains des défis de gouvernance sont vraiment importants à relever et concernent la manière de garantir que le type de mesures proposées ne porte pas atteinte à la biodiversité, à la sécurité alimentaire ou à la sécurité de l'eau. Et pour ce qui est de l'atténuation, comment veiller à ce que l'application de solutions fondées sur la nature ne nous permette pas simplement une augmentation ou un maintien des émissions du système énergétique qui aurait autrement été réduite en l'absence de ces approches fondées sur la nature. Il y a aussi des questions cruciales sur les moyens technologiques d'éliminer le CO2 de l'atmosphère. Certains d'entre eux concernent la biodiversité, les garanties de développement durable, mais d'autres concernent la question de savoir comment inciter au déploiement de ces technologies. Donc, nous allons devoir atteindre des émissions probablement négatives peu après le milieu du siècle, mais pour y arriver, nous aurions dû commencer à déployer ces technologies 10 ans plus tôt. Et à l'heure actuelle, nous n'avons pas les incitations ou les approches qui encouragent véritablement ce déploiement à grande échelle. Donc je pense que s'il s'agit d'une autre question clé de gouvernance que nous devons examiner pour aller de l'avant. Donc ce n'est qu'une introduction à certaines des perspectives et des points de vue que j'ai sur ce sujet. Merci Bill, c'est très utile et très intéressant également de savoir comment certains de ces éléments sont davantage liés à des approches de type fondées sur la nature et d'autres à d'autres approches. Donc maintenant je vais me tourner vers Stéphane et vous poser la même question, c'est-à-dire que d'après vous, comment voyez-vous les principales lacunes en matière de gouvernance et pourquoi? Merci Janus. J'ai entendu des points de vue très intéressants. Je ne les appellerai pas des conclusions, mais plutôt des pistes de réflexion. Et je pense qu'ils vont être partagés par de nombreux membres des ONG et de la société civile d'une façon constructive. Ce n'est pas que nous n'ayons pas de solution à ceci, mais je pense que nous apprenons tous en marchant. Donc d'abord, je vais soulever une question. C'est Julio qui l'a mentionné. Je crois que c'est vous, Julio, et je partage votre opinion. Nous savons, grâce à la science et au GIEC, que les objectifs net zéro sont des objectifs intermédiaires et il va falloir finir par atteindre les émissions nettes négatives. Nous sommes actuellement à 412 ppm de CO2 dans l'atmosphère, ce qui constitue probablement un record d'émissions de CO2 sur 5 millions d'années. Et nous pouvons voir par rapport au Pliocène qui a conduit à une élévation du niveau de la mer de 4 mètres et à des températures plus élevées de 2 à 4 degrés au niveau mondial. Et donc, nous sommes à la traîne car la concentration de CO2 est tellement plus rapide que la nature ne peut réagir. Donc nous devons réduire cette concentration de manière significative et c'est un débat que nous n'avons pas eu. Je fais un peu cette critique pour les ONG. Je pense que les scientifiques le font, mais les ONG sont un peu réticentes à le faire et je pense qu'il serait utile donc de le faire. Et car c'est ainsi que nous pouvons protéger ou limiter les dommages causés aux écosystèmes vulnérables, aux communautés exposées et au paysage physique de notre Terre. Car
un changement climatique à grande échelle entraînerait une élévation de quelques mètres du niveau de la mer qui se produirait peut-être dans les 200 prochaines années et qui détruirait de nombreux moyens de subsistance, de nombreuses communautés installées près de la mer et des communautés insulaires. Donc il faut avoir ce débat. Le deuxième point pour moi, c'est que le mantra est que le paradigme ultime est de réduire les émissions. C'est une question clé. Mais il faut réduire les émissions à la source de façon radicale, c'est-à-dire toutes les sources, de tous les secteurs, partout, et avec un financement important pour les pays plus pauvres en développement. Donc il ne faut pas sous-estimer la dimension de l'équité. Il est fondamental que les pays riches aient un ordre de grandeur significatif pour payer les pays pauvres afin que ceux-ci réduisent leurs émissions. Et nous ne pouvons pas non plus ignorer l'adaptation car elle va avoir des effets inévitable et même donc une trajectoire à un réchauffement d'1 degré à 5 degrés n'est pas un paradis. Et donc il faut être honnête sur ce point car avec 1 degré nous avons déjà des impacts significatifs et je crois que c'est très important politiquement parlant. Le troisième point pour moi serait, et cela concerne dans une certaine mesure la question de gouvernance, quelles sont les options que nous suggérons en matière d'élimination du CO2 ? Il faut être conscient du fait que certaines options de décès ont des impacts d'une manière ou d'une autre et donc sur des questions qui vont au-delà des changements climatiques. Donc on en a parlé, il y a la sécurité alimentaire, la protection des écosystèmes, la biodiversité, etc. Et tout ceci demande une analyse et je pense qu'il est inévitable qu'il y ait éventuellement des contreparties ou des compromis. Je pense que nous n'avons plus le luxe de n'avoir que des solutions gagnant-gagnant et qu'il va falloir faire des choix difficiles. Et je pense que bon, les gouvernements ont fait un effort responsable pour le faire, mais ils devraient être bien orientés et conseillés. Et que nous n'utilisions pas les solutions qui nuisent parce que nous avons passé 30 ou 40 ans, et je pense que c'est la conséquence de ces compromis. Et donc le quatrième point, et cela revient donc aux questions relatives à l'EDC, quelles sont nos exigences en matière de responsabilité de la permanence à long terme, tant en ce qui concerne le stockage dans les formations géologiques, qu'en certaines solutions techniques comme la BEX ou la méthorisation minérale, et aussi bien en ce qui concerne les solutions basées sur la nature. Bien sûr, les ONG privilégient les solutions de niche car elles présentent d'autres nombreux avantages. Il y a aussi des ralentissements, il peut y avoir des limites à cela, il peut y avoir des effets de séparation. Et nous avons vu des forêts partir en flammes ces 2 dernières années, en Australie, en Sibérie et en Californie, bien sûr. Donc je pense que personne ne sait à l'heure actuelle quelle est la permanence à long terme des forêts et des écosystèmes lorsqu'ils sont confrontés aux effets des changements climatiques. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas protéger les forêts. Ne vous méprenez pas sur mes propos. Mais en termes de réduction des émissions de carbone et d'émissions négatives, nous pourrions envisager de mettre en place un programme de déploiement à grande échelle pour la recherche et le développement sur des questions relatives à des technologies qui ne sont pas liées à des solutions basées sur la nature, qu'il s'agisse de la BEX, de la méthorisation, je ne pourrais pas vous donner la recette magique, mais je pense que nous devons sauter le pas et avoir une analyse de l'évaluation à grande échelle de la recherche, car il faut réduire les concentrations et pas simplement les émissions. Il faut être honnête sur ce point. Donc, comment le faire? Où le faire? Quelles sont les exigences en matière d'équité? Quels pays vont faire ceci en premier? C'est un débat différent. La question n'est pas de savoir si nous allons le faire. La question est de savoir comment nous le faisons, de la manière la plus équitable possible. Et la gouvernance devra découvrir certains des critères et certaines des conditions préalables fondées sur l'équité. Où est-ce que cela doit-il se faire? Qui devrait avancer l'argent? Quelle sera la technologie? Comment cela sera-t-il contrôlé et vérifié de manière transparente, y compris la responsabilité à long terme du stockage? Voilà, je m'arrête ici.
Merci Stéphane, c'est vraiment très intéressant et ce que vous venez de dire me conduit très facilement à la question que j'aimerais poser à Thelma. Thelma, donc vous avez participé à de nombreux processus intergouvernementaux qui font face à ces questions, que ce soit sur un point de vue scientifique ou de négociation. Vous avez entendu un certain nombre de vos collègues donc autour de ce feu de camp qui parlent du lien avec d'autres questions, des compensations et des synergies. Donc ma question c'est quels sont les processus existants qui regardent la gouvernance, ou qui devraient le faire, la gouvernance de ces questions, et pourriez-vous répondre à cette question d'une façon donc qui également étudie les liens, les connexions qui sont au-delà du climat, c'est-à-dire que nous parlons de biodiversité, de sécurité alimentaire, de choses comme ça. Donc c'est à vous. Merci Yanus. Je commencerai par quelques mots. Euh, Avant de commencer, donc j'essaye bien sûr de transmettre autant que possible ce qui ressort des évaluations du GIEC. Donc je veux être fidèle au langage utilisé par le GIEC. Mais ensuite, si vous me le permettez, je vais changer de casquette. Comme c'est une discussion informelle, je vais apporter certaines de mes idées personnelles sur ces questions. Vous êtes bien invité à utiliser autant de casquettes que vous voulez. Merci. Donc c'était pour que les choses soient bien claires et que donc de dire que certaines d'entre elles peuvent venir de mon point de vue. Donc du point de vue du GIEC, il est reconnu que les mécanismes de gouvernance font défaut à l'heure actuelle. Euh, ils sont essentiellement axés sur des options spécifiques à l'élimination du CO2, comme par exemple le décès basé sur les océans, ou sur des aspects de l'EDC, par exemple le changement indirect de l'affectation et l'utilisation des terres liées à l'augmentation de la bioénergie. Mais nous savons que le seul mécanisme de gouvernance internationale en place est la recherche et le développement de la fertilisation des océans dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. Donc, quand nous parlons de gouvernance, et il y a pléthore d'aspects de gouvernance. Donc certains d'entre eux sont internationaux, c'est-à-dire qu'ils doivent être traités au niveau international. Et comme cela a été fait, comme je le disais, sur la fertilisation des océans, mais d'autres doivent également être faits et réalisés aux échelles nationales. Et je voudrais souligner que la définition de la gouvernance que le GIEC applique, c'est la définition la plus inclusive et qui se rapporte non seulement au gouvernement fédéral, mais aussi à tous les niveaux de gouvernance. Et donc il englobe la société, le secteur privé. Nous parlons de plus en plus des peuples autochtones, des communautés locales, comme tout cela a déjà été souligné, et car la plupart de ces options auront d'une certaine manière un impact sur la vie des gens. Et j'aborderai donc par la suite, plus tard, cet aspect de la gouvernance qui, à mon avis, n'a pas été trop exploré par les intervenants précédents. Donc, certaines de ces options que nous avons pour l'élimination du CO2 en sont vraiment à un stade très précoce de développement et de projet démonstration sur le terrain. Et évidemment, elles sont liées au défi considérable de déployer ce programme à l'échelle et à la vitesse nécessaire. Ce sont des éléments qui ont été mis en évidence donc par tout le monde. Mais la plupart des options d'élimination de CO2 sont confrontées à de multiples contraintes de faisabilité, ce qui limite le potentiel de chaque option à réaliser durablement le déploiement à grande échelle requis pour les profils d'évolution du réchauffement à 1,5 degré. Donc la vitesse et l'échelle sont nécessaires pour limiter le réchauffement à 1,5 degré et le rapport spécial du GIEC indique que cela représente un défi gigantesque pour la mise en œuvre. Et dans le cas présent, il y a cette dissonance entre l'importante élimination du CO2 nécessaire pour les profils d'évolution de 1,5 degré et les longues périodes nécessaires à la mise à l'échelle de ces nouvelles technologies.
J'aimerais terminer ma participation avec ma casquette du GIEC en apportant les points de vue suivants, ce sont 2 points. Vous savez que dans chaque chapitre de l'index du GIEC, et je rappelle que le GIEC fait l'évaluation de la littérature mondiale et ne fait pas de recherche de son propre chef. Et donc, il manque encore de la littérature pour apporter un véritable soutien sur tous les aspects. Et je dirais donc que l'une des questions importantes pour cela, c'est le manque de gouvernance en termes de recherche. Et le GIEC soulève la question des lacunes en termes de connaissances sur la mise en œuvre et le renforcement de la réponse mondiale au changement climatique qui doit être résolue d'urgence si l'on veut que la transition vers un monde à 1,5 degré, un réchauffement à 1,5 degré, soit une réalité. Et ils mettent en évidence 2 questions que je vais soulever et je vais donc donner le langage spécifique que le GIEC utilise en ce qui concerne ces lacunes de connaissances. L'une d'entre elles concerne le cycle de vie des émissions et les perspectives des premières étapes des options d'élimination du CO2. Donc si l'on considère l'ensemble de la question, il ne s'agit pas seulement de l'aspect lié à la mise en œuvre ou au déploiement, mais aussi aux conséquences sur le cycle de vie des émissions. Et une autre lacune est liée à la gouvernance et elle est également importante et mentionnée dans le rapport spécial de 1,5 degré. Il s'agit de savoir comment les différents acteurs et processus de gouvernance du climat peuvent se renforcer mutuellement et se protéger contre la fragmentation des initiatives. Donc c'est le langage que le GIEC utilise dans son rapport spécial à 1,5 degré. Si maintenant je change de casquette, et je pense que je me sens plus à l'aise car nous sommes dans un cadre informel, mais je pense que le GIEC apporte cet élément très important de nos lacunes de connaissances et plus que cela, je dirais que je souligne le besoin de cette gouvernance de la recherche. La gouvernance de la recherche est l'une des questions qu'il faut vraiment observer. Si nous examinons la littérature qui concerne l'EDC et que nous regardons tous les potentiels d'atténuation et les potentialités de l'EDC, nous voyons qu'il couvre un large éventail de ce potentiel. Et où se trouvent ces potentiels? Et comment ces options peuvent-elles être mises en œuvre dans différentes régions du monde sans avoir le moindre impact possible, si tant est qu'il y en ait un? Donc ces discussions qui consistent non seulement à voir la question d'un point de vue international, mais également de voir le potentiel de ces options d'élimination de CO2 et également à examiner où se trouvent ces potentiels et à voir quels sont les différents impacts sociaux et économiques. Et comme vous l'avez dit, donc pour aller plus loin, nous voyons beaucoup de relations entre les choses aussi avec les objectifs de développement durable. Nous pouvons dire que certains d'entre eux pourraient avoir des synergies et des contreparties, comme on l'a déjà dit. Donc, je dirais qu'un aspect qui, à mon avis, n'a pas été exploré jusqu'à présent, et je pense que c'est également fondamental pour la gouvernance, eh bien, c'est ce qui concerne la sensibilisation du public. C'est pas simplement parce que il y a tellement d'options différentes et donc nous connaissons certaines des options. Nous connaissons très bien le boisement et le reboisement. Nous connaissons la bioénergie, pas autant la bioénergie avec captage et stockage de carbone, la BECS. Mais il faut voir où cela va être stocké. Et nous avons déjà identifié les questions de responsabilité liées à la permanence qui ne semblent pas être choisies avec soin et qui ne serait pas un problème, on pourrait dire, mais on peut dire que la permanence serait là de très nombreuses années, des millions d'années. Mais
Je suis peut-être plus préoccupée par la permanence du boisement et du reboisement parce que là, nous ne parlons pas de milliers d'années. Nous parlons d'une période beaucoup plus courte pour la question de la permanence. Et par ailleurs, ce n'est pas seulement la permanence dans de bonnes conditions, mais la permanence de cela a déjà été signalée dans le cadre du changement climatique et dans des conditions de sécheresse qui ont été à l'origine des incendies. Donc maintenant, nous voyons des épisodes extrêmes qui mettent en jeu certaines de ces options, non seulement pour le boisement et le reboisement, mais Julio a également mentionné les solutions fondées sur la nature. Et d'ailleurs, personnellement, mais là c'est vraiment personnel, je préfère les appeler options basées sur la nature, car ce ne sont pas nécessairement des solutions. Il faut donc faire comprendre qu'il n'y a peut-être pas de solution et que dans certains cas même, ceci pourrait même aggraver les choses, n'est-ce pas? Parce que supposons qu'on le fasse de façon très... le boisement et le reboisement sont aussi les solutions, sous les solutions fondées sur la nature, et certaines d'entre elles sont très importantes car ça permet de faire la récupération de terres dégradées, la récupération de mangroves, qui ne concernent pas simplement l'atténuation ou l'élimination, mais aussi et surtout, certaines de ces options seraient très liées à l'adaptation. Donc le monde idéal serait de réunir les deux. Et ainsi, dans certaines zones côtières, certaines de ces options fondées sur la nature pourraient également apporter une contribution importante à l'adaptation. Mais je dirais que c'est pourquoi, et pour en venir au GIEC, donc, c'est pourquoi un portefeuille d'options serait peut-être la panacée. Parce qu'alors, on éviterait très probablement cette mise en œuvre à grande échelle qui, même dans le cadre du boisement et du reboisement que nous connaissons si bien, mais aussi de la bioénergie que nous connaissons, car nous avons beaucoup d'expériences qui sont menées dans le monde entier. Mais ce qui est un peu effrayant en termes de connaissances, c'est de savoir quel serait l'impact d'une mise en œuvre à grande échelle de ces options. Et c'est là que les connaissances scientifiques font encore défaut, et évidemment à plus grande échelle, en particulier pour le boisement, le reboisement, l'ABEX. Je les ai mentionnés parce que la plupart des profils d'évolution que le GIEC a envisagé explorer dans le rapport spécial s'appuient sur ces deux options. Donc c'est la raison pour laquelle le GIEC en sait plus à ce sujet, y compris sur la concurrence potentielle avec la sécurité alimentaire. Et donc sommes-nous en concurrence avec la nourriture, avec la production d'énergie, de bioénergie ou d'énergie au sens large? Quel type de matières premières utilisons-nous? Donc toutes ces questions exigent différents niveaux de gouvernance, car il faut également financer certaines de ces technologies qui ne sont pas encore au stade du déploiement potentiel dans les années à venir. Et donc il faut des incitations à cela pour que l'on puisse disposer d'un portefeuille qui réduirait très probablement l'impact potentiel. Donc, comme en conclure, je voudrais renforcer cette nécessité de gouvernance de la recherche, car cela permettrait une plus grande participation des pays qui sont susceptibles d'être plus touchés et qui pourraient ainsi contribuer à la mise en œuvre et au déploiement, mais car il y a d'autres impacts qui doivent être connus. Donc voici, c'est ma première réaction à votre question. Merci Thelma. Et avant d'aller plus loin, je voudrais simplement rappeler à nos publics de poser ces questions. Nous avons pris un peu de retard, mais nous trouverons un moyen de répondre à certaines des questions.
Donc maintenant, mes chers collègues, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui aimerait donc poser une question à un autre intervenant? J'ai noté quelques éléments que j'aimerais approfondir, mais tout d'abord, si quelqu'un veut rebondir sur les propos d'un autre intervenant, c'est le moment de le faire. Je vois Stéphane qui lève la main. Allez-y, Stéphane, et ensuite Bill. Oui, merci. Je vais faire bref. Thelma, je rebondis sur ce que vous avez dit. Je suis, pardon de le dire, mais je pense que vous faites la même erreur que le GIEC a faite par le passé et que beaucoup d'autres scientifiques ont fait. Nous avons parlé de boisement, de reboisement et de BEX. Nous ne parlons pas de restauration, qui est une catégorie différente, et je pense que nous devrions l'inclure. Le boisement et le reboisement sont généralement des activités de plantation industrielle, utiles, certes, mais qui ne sont pas nécessairement liées à la question de la prise en compte de multiples d'autres avantages. Et donc, d'où la restauration des écosystèmes. Et je suis d'accord avec vous, car cela a également de nombreux liens avec l'adaptation. C'est une question fondamentale, mais nous parlons de plus en plus de la restauration, en plus de la protection des écosystèmes, comme une voie d'avenir, comme une solution fondamentale, si l'on parle de solutions basées, fondées sur la nature, ou comme vous dites, d'options fondées sur la nature, peu importe, la forme suit la fonction. Mais la restauration est très importante et pas seulement le boisement et le reboisement. Donc voilà, c'est un élément que je voulais ajouter dans ce contexte. Et je pense que cela n'a pas été exploré. La deuxième chose, c'est que dans justement le contexte de la foresterie, la durée des cycles de récolte des forêts est fondamentale. Nous savons par la science que si l'on récolte, par exemple en Europe ou en Amérique du Nord, je ne sais pas si ça pourrait être le cas au Brésil, mais donc si l'on récolte des forêts gérées, après 80 ou 90 ans, vous privez le potentiel de séquestration du carbone forestier d'une quantité significative. Si vous prolongez le cycle de récolte des forêts de 200 ans et plus, vous pouvez récolter beaucoup plus de carbone et donc en stocker. Cela en stockera beaucoup plus. Donc je pense donc qu'il y a là des questions qui ne sont pas traitées par le simple programme de boisement, mais qui doivent être examinées dans le cadre de la gestion durable des écosystèmes, au cas où ils seraient gérés, et nous devons envisager de laisser certains écosystèmes tranquilles, protégés et seuls. Je ne sais pas si c'est possible, mais je pense que c'est très important. Je vous remercie. Bill, à moi, est-ce que c'est lié à ce qui vient d'être dit ou c'est un autre sujet? Branchez votre micro, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas exactement lié. Alors, Thelma. Oui, je vais essayer d'être le plus concise possible. Merci Stéphane pour ces deux éléments. Donc sur le thème de la restauration, je pense que le dernier rapport du GIEC comprend cela. Tout dépend de l'endroit où vous lisez, mais dans le rapport, le cinquième rapport d'évaluation, je vois un éventail plus large dans le chapitre qui traite d'abord de l'agriculture et ensuite des autres utilisations des terres, où l'on voit que la restauration est incluse, pas nécessairement comme élimination de CO2, mais je dirais que toutes les options que vous avez qui éliminent du CO2 de l'atmosphère seraient donc ce serait une option viable. La question suivante est un peu plus complexe pour moi et je suis d'accord avec vous pour dire que la durée du cycle de récolte est importante. Mais vous l'avez mentionné pour l'élimination du CO2 et je dirais que cette élimination fonctionnera si l'on n'a pas atteint le niveau de saturation. Donc, le niveau de saturation où il y aurait alors très peu d'élimination du CO2 de la plantation. Voilà, donc c'était mon commentaire à ce sujet. Mais donc voilà, donc en deux mots, je suis d'accord avec la restauration, mais nous parlons aussi de la séquestration dans le sol et on fait beaucoup en ce sens. C'est potentiellement une option qui pourrait être mise en œuvre.
Mais c'est difficile parce que les sols sont un peu lents à réagir et pour qu'il y ait des changements pratiques. Voilà, merci. Merci Thelma. Bill, c'est à vous. Oui, nous avons beaucoup parlé des principes et des questions d'ordre général. Et en titre de scientifique, j'aime toujours trouver des exemples concrets qui permettent de poser des questions. Par exemple, il y a quelques jours, la société française Total a expédié une cargaison de gaz naturel liquéfié du nord de l'Australie vers la Chine et a publié un grand communiqué de presse en prétendant qu'elle était neutre en carbone. Et cette neutralité carbone est due en partie à la protection de forêts au Zimbabwe. Donc, lorsque l'on examine cet exemple, on constate que toutes ces questions dont on vient de parler ont immédiatement explosé dans la réalité car il n'existe aucun système vérifiable, à l'exception d'un système géré par le secteur privé pour garantir que cette neutralité des émissions est basée sur une séquestration réelle et supplémentaire ou sur des émissions négatives. Donc, Donc, il n'y a pas de test ultime qui est réellement évalué et organisé. Et je dirais que cela ne semble pas du tout être une neutralité carbone, mais c'est l'une des nouvelles affirmations que l'on commence à voir émerger de la part de l'industrie qui prétend donc atteindre la neutralité carbone en compensant ces émissions industrielles de CO2 sans réellement réduire les émissions par des mesures de séquestration du carbone. Donc c'est un vieux problème mais qui revient sur le tapis et il est intrinsèquement lié au type de questions de gouvernance dont nous parlons et cela ajoute un sentiment d'urgence pour s'attaquer à ces questions et je me demande ce que les autres intervenants ici présents en pensent vraiment, à savoir si c'est une voie viable pour les entreprises de se lancer elles-mêmes dans la neutralité carbone et de fixer ainsi des règles de facto, ou alors si les gouvernements et les processus multilatéraux ont un rôle à jouer dans ceci en premier ressort. C'est une question très intéressante, Bill, et je crois que vous et d'autres intervenants à cette réunion ont soulevé la question de la mesure, de la façon de rapporter et de vérifier et de comparer. Donc, y a-t-il voulez-vous rebondir sur ce qu'ont dit les autres? Parce qu'après, je voudrais passer aux questions du public. Donc, une réaction à ce que vient de dire Bill? Est-ce que vous avez ou est-ce que vous êtes tous d'accord que c'est une question et que... Paul, je vous en prie. Je ne veux pas commenter l'exemple particulier car je ne connais pas les détails, mais je pense que cela soulève un point intéressant sur la façon dont est utilisée une partie de ce discours et qu'elle va être reprise. Et c'est surtout de la communication. Et je pense que cet exemple que vous venez de citer ressemble beaucoup à de la communication d'entreprise. Et c'est évidemment une chose avec laquelle nous allons vivre au fur et à mesure que nous avançons. Et ce n'est pas nouveau, d'ailleurs. Mais jusqu'où cela va-t-il aller? Comment? Je pense que c'est aussi la mesure dans laquelle nous avons vraiment commencé à développer une compréhension commune de ce que ces défis signifient véritablement au niveau des gouvernements et au niveau de la société civile au sens large. Et je pense que notre discussion jusqu'à présent montre que nous ne sommes pas allés assez loin et pour donner une véritable expression à cela. Et alors, nous pouvons commencer à examiner comment nous allons appliquer des règles spécifiques au niveau national, reprendre l'utilisation de la communication par les entreprises et en particulier les multinationales qui échappent souvent à la gouvernance nationale en termes de communication. Et si cela est utilisé dans un débat interne, dans un marché du carbone où une entreprise a un objectif spécifique, alors nous pouvons imposer des règles très claires sur la crédibilité de ce que sont les compensations. Mais si c'est utilisé uniquement pour la communication vers l'extérieur, c'est plus difficile. Et je pense que ceci nous amène dans de nouveaux domaines et que nous devrons réfléchir à des astuces pour passer à cette réelle neutralité et ensuite à des émissions négatives nettes. Mais il faut voir comment cela s'inscrit. Merci, Paul.
Quelqu'un veut-il rebondir? Oui, Julio, je vous en prie. Oui, merci. Je pense que c'est très intéressant et que cela touche à un sujet très central qui est la participation du secteur privé et la manière dont nous pouvons veiller à ce que cela corresponde à ce que nous attendons et avec quelque chose qui est vraiment mesurable, transparent et satisfaisant. Et pour moi et beaucoup d'autres membres de ce groupe d'aujourd'hui, nous avons vu que les propositions faites dans le passé dans le processus de la Convention cadre euh, pour voir comment nous pouvons effectivement avoir une certaine cohérence et intégration entre la façon dont, avec la façon dont les pays rapportent, les gouvernements rapportent leurs objectifs, tout en donnant clairement des indications et des cadres permettant au secteur privé de dire ce qui est une réduction significative, ce qui est permanent et comment le secteur privé peut réellement contribuer à partir de ses propres opérations. Et je pense que nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et dire que nous n'avons pas réussi dans cette discussion et qu'il y a un problème qui se profile derrière l'exemple présenté, à savoir la réalité que le secteur privé est de plus en plus intéressé à faire partie de la solution. Et si nous ne sommes pas capables de faire la distinction entre les éléments qui sont simplement apportés à des fins de communication et les véritables solutions, les véritables contributions qui visent à ce que les gouvernements s'engagent entièrement, eh bien, je pense que nous sommes alors dans une situation où nous n'apportons pas les outils et les espaces nécessaires pour canaliser l'intérêt qui vient du secteur privé, lequel est également en transition vers un cycle sobre en carbone. Et donc, je pense que c'est également une pièce manquante du puzzle à laquelle nous devons également réfléchir. Je vais faire un commentaire rapide. Julio, je comprends de vous parler, mais je suis d'accord avec le fait que certains aient compris le rôle du secteur privé et travaillent avec eux. Et en tant qu'agence, il est fondamental de les aider à atteindre ce que nous voulons. Mais le secteur privé n'est pas monolithique. Je suis membre du comité consultatif de l'initiative des objectifs basés sur les sciences, qui rassemble désormais 50 entreprises extrêmement diverses. Donc ce n'est pas monolithique. Elles ont toutes des intérêts différents et ce serait une grave erreur de croire que ceux qui sont les plus bruyants, qui font le plus de bruit, les plus gros pollueurs, doivent déterminer l'intérêt du secteur des entreprises. Je pense que donc parmi les plus bruyants, les plus grands pollueurs, il y a cela, mais d'un côté, il y a des entreprises qui se sentent responsables d'agir. Il y a une grosse différence entre Vestas, qui est un producteur d'éoliennes, et BP ou Shell. Il y a une énorme différence, par exemple, avec Gazprom, qui prétend être neutre en carbone, et l'entreprise de taille moyenne qui veut acheter des énergies renouvelables à 100%, faut le reconnaître. Et je pense que nous devons veiller à ne pas permettre à ce que les gouvernements américains favorisent la tricherie et l'éco-blanchiment. Il faut travailler avec les entreprises qui veulent véritablement réduire les émissions et non avec celles qui cherchent à tricher. Westland par exemple, souhaite investir dans la protection des forêts et opter pour la restauration. Mais qu'on le fasse par le biais des crédits ou qu'on les exempte en admettant qu'ils libèrent plus de CO2 est une autre chose. Donc il faut être très honnête avec nous-mêmes. Et merci Stéphane. Julio, vous pouvez intervenir? Allez-y. Oui, je pense que c'est une conversation très intéressante et je ne pourrais pas être plus d'accord. La question que j'ai commencé à poser tout à l'heure, c'est-à-dire d'expliquer que nous n'avons pas une compréhension commune de la façon dont les gouvernements peuvent éviter d'être leurrés, en fait, par ces efforts du secteur privé. Et parfois, le secteur privé demande des conseils et dit, vous savez, moi, je suis vraiment impliqué, je veux contribuer à ce phénomène, mais comment puis-je m'assurer que les efforts que je vais déployer vont être reconnus comme tels? Quelles sont les normes que je dois respecter pour y parvenir? Et je suis tout à fait d'accord pour dire que nous devons éviter d'ignorer ces déséquilibres
au sein du secteur privé. Et c'est précisément tout un élément qui devrait pouvoir être débattu avec toutes ces complexités à l'intérieur du processus de la Convention cadre des Nations Unies. Et il y a eu beaucoup de discussions sur les conflits d'intérêts et nous ne devrions pas non plus éviter cette discussion, mais il y a un vide et je pense que si nous voulons prendre le meilleur de ces contributions, nous pourrions avoir besoin d'une discussion sur la gouvernance en essayant de définir et de séparer ce qui est une simple indication de ce qui est en réalité une vraie contribution honnête. Merci. C'est intéressant et ça permet d'un peu de rebondir pour rebondir sur la question que vous avez mise sur la table, quelque chose de concret, donc Total, et vous avez suggéré que donc ce n'était pas neutre sur le plan climatique. Et justement, là, un membre du public a envoyé un commentaire disant qu'au même moment, Total voulait construire un oléoduc depuis l'Ouganda à travers la Tanzanie et donc prétendait qu'il était respectueux du climat et neutre. Donc voilà, je ne dis rien d'autre. Mais donc maintenant, je voudrais poser une question que nous envoie Doreen Stravinsky, qui me semble assez intéressante. Elle concerne un certain nombre de points que vous avez soulevés, auxquels j'aimerais que vous répondiez. Donc nous avons parlé de la relation entre la réduction des émissions et l'élimination du carbone. Donc plus on réduit le carbone maintenant et moins il faudra en éliminer à l'avenir. Mais on ne sait pas très bien dans quelle mesure. Et Doreen nous dit, donc comment pouvons-nous maintenir l'attention des gouvernements et des entreprises sur la réduction des émissions? De quel cadre et mesures de gouvernance avons-nous besoin pour nous assurer que ceci se produise? Parce qu'elle dit que les initiatives net zéro permettent peut-être de perdre ce but et de cacher l'ampleur de l'EDC qui est supposé être de zéro et ensuite de négative. Donc, nous avons besoin de clarté et de savoir comment y parvenir. Et cela a également été dit dans vos différents points de vue précédents concernant la participation d'un groupe plus large de parties prenantes. Mais je n'ai pas beaucoup entendu parler de la façon d'aborder l'idée de développer des discussions de la société et la participation de la société à la prise des décisions sur ces différentes approches. On va dire que je n'aime pas dire approche, j'aime pas utiliser le terme d'approche basée sur la nature ou solution, peu importe. Donc, quoi qu'il en soit, mais je pense donc Doreen nous dit donc de mettre l'accent sur la réduction des émissions et comment pouvons-nous, de quel cadre d'action de gouvernement, de gouvernance nous faut-il pour que cela continue? Donc une réaction? À court terme, il faut voir donc comment les gouvernements nationaux conçoivent leurs instruments pour parvenir à réduire les émissions. Et donc, si les gouvernements nationaux ont un cadre réglementaire qui permet le type de compensation que je viens de mentionner, alors la question du net zéro devient exactement comme le décrit Doreen, c'est-à-dire que elle devient le système d'autorisation à continuer à émettre des gaz à effet de serre. Mais si les cadres sont conçus de manière à ne pas permettre cela, alors on crée des incitations à ne pas le faire. Et le système européen d'échange des quotas a des complexités et qui ne permettent pas ce genre de compensation dans le cadre de ce système. D'autres gouvernements ont des approches plus ou moins équitables et l'Australie est certainement l'un d'entre eux. Donc, je pense qu'il est essentiel que les gouvernements comprennent clairement l'objectif des politiques et de l'action climatique. Si l'on veut vraiment réduire les émissions, il faut qu'ils élaborent les instruments nécessaires pour y parvenir et aussi pour traiter l'autre côté de l'équation, c'est-à-dire comment intégrer des politiques incitant l'industrie à investir dans les approches de réduction des émissions de carbone, à prendre des risques et à examiner les compensations que cela implique en termes de durabilité. Donc,
il y a de plus en plus de place dans nos programmes de recherche dans l'Union européenne, par exemple pour l'horizon 2020 ou avec le ministère allemand de la Recherche et ailleurs, mais ce n'est pas suffisant. Et je pense que d'autres pays doivent également s'intéresser à cette question, car beaucoup de ces questions sont spécifiques à chaque pays. Et Thelma l'a dit d'une façon différente. Elle va se demander où le CO2 allait être stocké. Donc, quelles sont les options? Elles sont différentes dans chaque pays et il s'agira de différentes compensations de durabilité. Donc, si l'on revient à ces points de gouvernance générale dont je parlais, on peut les situer dans ce cadre. Mais pour les gouvernements, je crois que c'est un thème auquel ils doivent réfléchir afin de sensibiliser le public et d'obtenir son acceptation. Donc je pense que c'est aussi une bonne question. Et d'une certaine façon, il y a un débat, mais qui est très polarisé. Donc je pense qu'il faut aussi réfléchir à la raison pour laquelle il est utile d'avoir des discussions et des débats publics sur ces sujets et qui ne soient pas aussi polarisés qu'elles l'ont été dans un certain contexte. Merci Bill. Paul? Oui, très rapidement. Je crois qu'il y a un autre cadre que nous devons introduire ici, et c'est le travail que les gouvernements font pour développer des stratégies à long terme afin de parvenir à décarboner totalement nos économies et de réfléchir à la voie à suivre, au moins jusqu'au milieu du siècle, qui est le délai sur lequel la plupart d'entre nous ont travaillé. Je ne parle pas ici au nom du gouvernement français, mais il existe en France et au niveau national une stratégie de réduction des émissions de carbone qui conduit à atteindre un niveau d'émissions nettes d'ici à 2050 et qui comprend bien sûr un certain recours à la séquestration en la renforçant dans le secteur des terres et des forêts et non pas dans une logique plus large d'échange des quotas. Mais ce sont des outils qui peuvent aussi être utilisés pour avoir une partie de cette conversation lorsque nous réfléchissons à cette transition. Et alors, il devient explicite lorsque nous pensons à réduire totalement les émissions de la production d'énergie. Cela devient explicite lorsque l'on pense aux émissions de l'industrie. Cela devient explicite quand l'on pense aux bâtiments et à d'autres secteurs des services de notre économie. Donc ces choix deviennent beaucoup plus clairs lorsque nous les inscrivons dans ce cadre. Il ne s'agit pas de choisir entre un débat générique sur la réduction du CO2 ou non. Il s'agit de savoir quels sont les cadres politiques spécifiques que nous mettons en place en tant que gouvernement. Et c'est là qu'une partie de ce débat doit avoir lieu. Et je pense que c'est aussi un domaine dans lequel on doit probablement impliquer davantage le public. Et en France, une fois de plus, nous venons de vivre l'expérience fascinante d'une convention citoyenne qui a examiné nos politiques climatiques et a fait des recommandations. Donc il y a maintenant un débat un peu étrange sur la mesure dans laquelle le gouvernement et ensuite le Parlement vont se saisir de cette question, et je ne veux pas commenter ceci, c'est en cours, mais c'est là que nous pouvons trouver de nouvelles méthodes et approches afin que les gens soient engagés dans le type de choix exact. Et je pense à des choses comme les conventions citoyennes et je pense qu'elles peuvent être un moyen d'intégrer ces choix dans les processus d'élaboration des politiques internationales, même s'il n'est pas facile de les relier au processus législatif plus traditionnel et que nous essayons de trouver une solution à ce problème en France ou de respecter ce que nous avons obtenu de la part de nos citoyens en débattant avec eux au niveau gouvernemental et avec nos parlementaires. Merci. Est-ce que je pourrais continuer dans la même direction, donc et demander à Thelma de dire quelques mots. Donc, donc on a entendu parler du besoin d'une stratégie globale de lutte contre le changement climatique et de montrer les liens entre ces deux éléments et puis de faire passer cette stratégie par le processus de consultation publique et d'interaction que vous avez dans vos pays ou régions respectifs. Mais donc, nous avons entendu à plusieurs reprises parler des mesures d'incitation à la recherche, en particulier dans les pays en développement. Également, nous pouvons vous demander comment convaincre
les gouvernements africains de certains de ces aspects. Donc, je voudrais m'axer un peu plus sur ce que nous pouvons faire et sur ce que vous pensez qu'il serait utile de faire dans n'importe quel cadre général de gouvernance pour encourager la recherche dans les pays en développement et pour faire participer les pays en développement, au moins en ce qui concerne ces aspects. Donc il ne s'agit pas de les pousser à utiliser telle ou telle technologie ou approche, mais il s'agit de les aider à prendre ces éléments en compte. Et ensuite, je donnerai la parole à d'autres invités d'aujourd'hui. Merci Janos. Nous savons que la plupart des pays ont leur propre groupe de recherche qui sont la plupart du temps forts eux aussi. Mais la question est de savoir comment les choses sont réparties, éparpillées en quelque sorte. Et parfois on met l'accent sur un aspect ou une technologie spécifique ou comme je le disais, sur un élément qui intéresse particulièrement le pays. Mais on ne le met pas sur une idée globale de la recherche et sur ses conséquences. Et donc, moi, j'apprécie beaucoup la sensibilisation du public, je l'ai déjà dit, et je pense qu'il est nécessaire que les gens comprennent pourquoi il faut débattre de ceci ou de cela. Donc, il y a plusieurs façons d'encourager une discussion plus vaste sur la recherche et de rassembler un plus grand nombre de communautés de recherche. Et je pense que cela doit se faire en dehors, par exemple, des organes des Nations Unies qui peuvent demander beaucoup de temps et qui peuvent aussi être axés sur un aspect spécifique. Mais donc, il faut avoir des institutions à même d'encourager les discussions qui pourraient commencer à avoir lieu à un niveau régional, où les pays partagent les mêmes problèmes et des questions communes, et cela permettrait de les faire passer à un niveau de recherche plus large, plus général. Mais je voudrais souligner aussi, surtout pour les pays en développement, et je vais utiliser qu'une seule chose que le GIEC considère comme un élément très important pour la mise en œuvre de l'atténuation. Et je dirais que si nous avons des objectifs très ambitieux pour l'atténuation, nous n'aurons pas nécessairement besoin d'utiliser d'autres options, y compris l'élimination du CO2, même si pour atteindre 1,5 degré de réchauffement, un certain niveau de décès sera nécessaire. Mais quand donc on parle d'objectifs ambitieux d'atténuation et qu'on l'examine, c'est ainsi que le GIEC considère la coopération internationale comme l'un des moyens grâce auxquels tout cela peut être encouragé, en particulier dans le cadre des pays en développement. Donc cela pourrait être très utile, cette transition pourrait être très utile, en particulier parce que les pays en développement ont potentiellement plus de flexibilité, et là je parle en mon nom, mais pour changer ou pour faire une transition vers une neutralité carbone peut-être, ou vers la décarbonation. Et là aussi, je le dis, je pense que c'est parce qu'ils sont dans le processus de développement. Donc, je vois donc c'est un obstacle. Donc, chaque fois qu'il y a une initiation financière sur la table pour ce sujet, eh bien là, c'est encore mon point de vue, mais la première chose qui vient sur la table, c'est l'évaluation des risques. Et cela pourrait détourner de la mise en œuvre rapide, car il y a tellement de contraintes pour la mise en œuvre de certaines de ces transitions en raison des risques, en particulier pour certaines régions ou certains continents dans le monde en développement et donc dans les pays du Sud global. Donc, même si l'on songe au fonds vert pour le climat ou à d'autres moyens de stimulation financière, ce n'est pas facile. L'argent n'est pas là. Il n'y a pas de promesse.
Donc, au fond, il y a une méfiance du monde en développement, et là vraiment je le dis à titre totalement personnel. Donc il y a une méfiance du monde en développement qui dit, eh bien, c'est pas nous qui avons amené cette situation, nous souhaitons aider, mais nous ne voyons pas les promesses, nous ne voyons pas un mécanisme équitable pour utiliser l'équité, donc la transaction équitable. Et c'est une question qui, à mon sens, devrait également être débattue. Lorsque l'on pense à mener ces questions de gouvernance à un certain niveau, euh, je pense que cela peut être à la Convention sur le changement climatique ou les organes des Nations Unies, en particulier parce qu'on pense à développer des choses comme par exemple l'impact de ces options sur le développement durable. Et alors, il faut vraiment des mécanismes de protection en place. Mais quand on porte ceci au niveau des Nations Unies, ces discussions sont chronophages et on n'a pas ce temps. Il faut agir rapidement. Donc, nous devons peut-être trouver un moyen de stimuler l'action, car nous ne pouvons pas penser qu'on ne peut pas faire des actions, prendre des mesures qui n'ont pas besoin d'être portées au niveau des Nations Unies, mais nous pouvons lancer des recherches. Et je pense que c'est quelque chose que l'on peut faire sans trop de contraintes. Donc voilà, c'était juste quelques idées. Je voudrais rebondir brièvement sur une chose que vous avez dit, car nous arrivons à la fin de la session. Vous avez dit que les pays en développement pourraient être plus flexibles et avoir plus de capacités, peut-être, pour éliminer le carbone, parce qu'ils en sont encore au premier stade de leur développement. Mais parallèlement à ceci, comme le remarque une personne du public, beaucoup de ces pays en développement, comme le Sud global, ont des politiques d'industrialisation qui sont très axées sur le carbone et sur les combustibles fossiles. Donc, est-ce que cela fonctionne? Comment, d'après vous, en quelques mots? Je vois ça comme une transition parce qu'ils ne connaissent peut-être pas d'autres moyens de changer rapidement, de sorte qu'il faut qu'ils aient la possibilité d'avoir des options pour leur développement. Et à mon avis, c'est ça qui leur manque. Nous avons parlé de transfert de technologie, de financement, et ce qui ne fait pas tout d'ailleurs, car nous sommes un peu simplistes. Il y a plusieurs autres questions au niveau national, comme le niveau de l'institution, le renforcement des institutions, la mise en place de politiques, une bonne gouvernance, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Mais si nous attendons le monde idéal, eh ben, voyez, en fait, il faut comment entreprendre des actions qui pourraient commencer. Regardez les contributions déterminées au niveau national, les CDN. Les pays en développement ont proposé des CDN qui ne sont pas contraignantes et d'autres le sont. Alors, pourquoi ne pas explorer ces choses? Nous arrivons à la fin. Il nous reste 2 minutes, donc j'aimerais demander à chacun d'entre vous, pendant 20 ou 30 secondes, de donner une pensée, une réflexion sur ce que vous attendez d'une part de la COP26 sur ces questions et d'autre part de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc, le processus de la Convention cadre et par ailleurs, qu'attendez-vous de certains des autres processus intergouvernementaux ou processus clés comme la Convention sur la diversité biologique ou comme le prochain congrès de l'Union internationale pour la conservation de la nature? Qui veut commencer? Thelma. Très, très vite sur la COP 26 et l'article 6. L'article 6 doit arriver à une conclusion et j'espère que cette conclusion sera faite d'une manière qui ne va pas compromettre l'intégralité de l'ensemble du processus. Et puis l'autre chose, je sais que l'accent va être mis sur les solutions basées sur la nature et j'espère que nous aurons une discussion honnête sur le potentiel de ces solutions ou options, comme j'aime les appeler, et donc en considérant les limites et le potentiel de ces options. Fantastique, merci. Parfait. Quelqu'un d'autre? Julio.
Oui, en quelques mots. Je pense que la majeure partie de cette discussion sera déterminée par le degré d'ambition véhiculé dans les nouvelles contributions déterminées au niveau national et les stratégies à long terme. Et comme le disait Paul, si nous ne voyons pas le curseur bouger à cet égard, je pense que l'urgence d'une discussion sur l'élimination et la planification de l'atténuation à long terme sera un peu ébranlée et que cela se verra lors de la COP 26, car le secrétaire va préparer un rapport sur toutes les CDN pour l'année prochaine, et ça sera donc un sujet très important à couvrir. Et juste une référence très courte. Lors de la COP26, il faut également discuter du travail commun de Coronivia avec certains des aspects liés à l'agriculture qui se pencheront également sur le carbone dans les sols, et cela pourrait déboucher sur une conversation intéressante sur les options ou solutions basées sur la nature. Merci. Paul, très vite, et Bill? Bon, moi je ne peux que répéter et d'être d'accord avec ce qu'a dit Thelma sur la conclusion de l'article 6. C'est entre les mains de personnes compétentes et c'est à mon successeur de voir, et je suis sûre qu'entre la présidence chilienne et la présidence britannique, ils vont tenir leurs promesses. Et je pense qu'il est important de voir comment cela fonctionne. Bien que je ne pense pas qu'il y ait d'interaction spécifique avec les domaines dont nous parlons aujourd'hui, mais il faut donc s'assurer que les règles de l'accord de Paris sont bien en place. Et comme le disait Julio, c'est une question d'ambition. Je pense qu'en voyant très clairement ce que nous faisons, il faut que vraiment réduire les réductions. Et puis enfin, il y a l'interaction avec les autres processus. Nous avons également la COP 15 sur la biodiversité qui a eu lieu en Chine. Il faut voir aussi la question des certifications. Donc nous devons collaborer plus étroitement entre les différentes conventions, les différents domaines, et renforcer la capacité à examiner ces défis sous différents angles. Merci Paul. Bill? Comme tout le monde, j'espère que l'article cycle va arriver à une conclusion et d'une façon écologiquement rationnelle. Mais s'il arrive à une conclusion, je suis préoccupée pour la vie des négociateurs de l'article cycle, car qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais bon, je pense que maintenant, si l'on voit qu'il y a tant de pays, la Chine, l'Union européenne, le Japon, la Corée, probablement la présidence de Joe Biden, croisons les doigts. Donc, on se retrouverait ainsi avec 2/3 de l'économie mondiale qui se fixerait un objectif de zéro émission pour les gaz à effet de serre à l'horizon 2050 ou un peu après. Et donc, j'imagine que cela veut dire que pour la COP va avoir l'ambition à nouveau à son ordre du jour. Donc, je vais être optimiste et dire qu'il pourrait s'agir d'une COP qui va fixer la dimension dont nous avons vraiment besoin. Mais l'une des grandes questions est de savoir ce qu'il en est, et ça me préoccupe, donc ce qu'il en est des solutions ou options fondées sur la nature, parce que je vois que l'industrie accorde une très grande importance à l'utilisation de compensations basées sur la nature pour continuer à émettre à grande échelle, et je pense que nous n'avons pas bien réfléchi aux conséquences de cette approche pour parvenir à réduire les émissions, et tout le système serait voué à l'échec si cela devenait le cas. Donc je pense que je suis d'accord avec Thelma pour dire que ce serait un gros problème pour la COP. Merci Bill. Et Stéphane, 10 secondes? Merci pour vos 10 secondes. Allez, 15. Au nom du réseau Action Climat, nous sommes un peu plus sceptiques. Nous pensons que les négociations dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies ont essentiellement pour but de limiter les dégâts. Elles n'ont pas permis de limiter les pertes et les dommages. Elles n'ont pas traité ni les ambitions, ni même l'article 6. Et même si elles sont d'accord sur l'article 6, l'accord sur l'article 6 n'est pas un objectif, car nous préférons aucun accord sur l'article 6 plutôt que le type d'échappatoire qui permet une double comptabilisation des compensations. Nous
pensons que les vraies options se produisent ailleurs, avec la mise en œuvre nationale. Nous pensons que la mise en œuvre des énergies renouvelables, les investissements dans l'efficacité énergétique et l'innovation technologique sont très importants. Et cela n'arrive pas au niveau de la Convention 4 des Nations Unies, malheureusement, mais cela arrive au niveau national, régional, en termes de législation et de mise en œuvre par les gouvernements et par les pays. Donc nous allons être à la COP 26 de Glasgow parce que nous devons y être, mais nous ne pensons pas qu'elle sera révolutionnaire. Elle se contente un peu de limiter les dégâts. Merci. Merci Stéphane et merci donc à toutes et tous. Ça a été très intéressant et merci. À bientôt. Au revoir.